Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast qui parle de géomatique en prenant un verre de façon décontractée et relax. Donc, je suis en compagnie de mon co-animateur Jonathan. Allô, Jonathan? Salut. Ça va bien? Oui, toi? Ouais, passez une bonne semaine? Ah, super bonne semaine. Good. Et, pour la bière. Prêt pour la bière, pour un podcast? Yeah. Good. Et cette semaine, on reçoit nul autre que Félix Laroche. Salut Félix. Salut boys. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Yes, Ouais, ça super. va, ça va. Donc, Félix, en fait, t'es le fondateur de Jakarto. Donc, vous faites de la cartographie HD et de l'intelligence artificielle, comme peut le montrer ton chandail. Beau chandail. Avant de tomber là, dans le vif du sujet puis parler de Jakarto, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours à toi, dans le fond, là, tu sais, comme d'où est-ce que ça t'est venu de partir de Jakarto? On veut tout savoir où est-ce que t'es exact. né. Quand j'ai commencé à vendre des sous-sons ou... Exact, Ah ouais, c'est ça. ben oui, non mais ça risque d'être long, ça risque d'être long. Ouais. Ben, tu sais, dans le fond, as-tu étudié dans le domaine? Es-tu Non. Non, Moi, pas je suis tout? un intrus, moi. Ah ouais, ok. Ouais, vraiment. Ben first of all, cheers. Hey, ben oui, cheers. Merci les gars, l'invitation. Hey, Ça plaisir. me fait plaisir. Merci d'être venu. Yes, merci. Ouais, fait que... d'où ça t'est venu, dans le fond, cet intérêt-là vers la cartographie 3D? D'où ça m'est venu? Ben, ça date d'il y a longtemps. Certains d'entre vous, sachez, là, j'avais une entreprise avant Jakarto qui s'appelait JLR Solutions foncières. Fait que mon père qui avait parti l'entreprise, j'étais là pendant plus de 20 ans à faire grandir cette entreprise-là avec lui. Ça existe encore. Ça existe encore, oui, c'est Equifax. ça. C'est Equifax Canada qui les a Ok, rachetés. Ah, pour vrai? Ah ouais, Ok, ok. mais Exact. ça, on se posait... J'ai plusieurs questions par rapport à ça quand même. Tu l'auras Vas-y. pas le prix payé. non, c'est pas la question. T'inquiète. Non, mais fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai été chez JLR. Comme vous savez, on recueillait les transactions immobilières de toute la province, les titres immobiliers, les rôles d'évaluation. On mixait ça ensemble. C'était une méga base de données pour les évaluateurs, les banques, les courtiers d'assurance, les agents d'immeubles, les investisseurs. Puis bref, dans JLR, nous, on avait fait quand même un projet d'ampleur dans les années 90, quand il y a eu les premières caméras numériques qui sont arrivées sur le marché, là, les Sony Mavica avec des disquettes, là, 1.44 MB. On pouvait prendre 12 photos par disquette. Ben, on a pris 1.2 million de photos de maison associées à l'information foncière qu'on avait. Ah ouais. Donc, c'est ça. Puis j'ai toujours eu en tête l'idée de faire un monde virtuel 3D précis. Les photos, c'était pas suffisant. Puis aussi, ben, le lien avec la cartographie, on gérait des milliers de données sur des propriétés, des transactions. À un moment donné, on s'est dit, il faudrait les mettre sur une carte géographique. Fait que, avant même Google Street View, Google Maps, on se souvient, là, il y avait Yahoo Maps, il y avait... nous, on avait fait affaire avec Corem à Québec. Je pense que vous les avez reçus. D'ailleurs, les gens de Corem... On les reçoit sous peu. On les reçoit sous peu, mais Okay. on a reçu Luc Vaillancourt, qui est un des cofondateurs. Là. à l'époque, oui, exact. Là, c'est ça, on va les recevoir là, dans pas long, justement. Ouais, restez connectés. Mais bref, eux autres, à l'époque, ils avaient bâti une solution, avant même Google, là, de serveur, d'avoir la possibilité d'avoir un serveur cartographique, la solution Push and See de Corem. Fait qu'on avait été dans le premier client. Fait qu'on avait une banque de données de 2,6 millions de propriétés. Tu sais, on revient au début des années 2000, 99-2000. On positionnait ça sur des cartes dynamiques. On pouvait afficher des transactions. Puis comment vous les géoréférenciez à l'époque? Vous aviez déjà des géocodeurs? Non, comment on les a convertis, nous, c'est qu'on avait les numéros de matricule des propriétés. Ah ouais, OK. Fait qu'on il y a une façon de les convertir pour avoir le XY au centroïde du terrain. Fait que nos positions à l'époque, oui, on utilisait des géocodeurs comme MapInfo, mais quand on a trouvé la recette pour convertir les numéros matricules en XY, on a roulé la banque de données là-dessus. Là. Ah ouais, Question là-dessus. Comment vous aviez fait pour obtenir le cadastre? Tout le monde veut connaître cette réponse-là. On n'a jamais eu du tout Québec. le cadastre. On n'a jamais eu le cadastre en tant que tel. Les polygones, les lots, on n'a jamais eu accès à cette information-là. OK. Ouais. Nous, on avait accès au numéro de lot, au rôle foncier qu'on achetait à des villes, qu'on allait chercher sur les sites OK, Internet. vous achetiez Exact. des données à gauche, à droite, comme ça. Ouais. OK. Puis, mais
en tout cas, JLR en tant que tel, moi, je trouve que c'est super intéressant. Là, je veux dire, c'est un outil maintenant qui est primordial. Là. C'est un beau succès. Ben oui, tu sais, je veux dire, maintenant, tout le monde, tous les agents d'immeubles utilisent JLR ou presque. Là. Mais j'ai vu que Jacques Arthaud était propulsé par... c'était marqué. Si je dis ça, c'est que c'était marqué. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vers les années 2016, là, j'ai lu un article sur le LIDAR. Puis là, j'ai dit, aïe, si on pourrait amener ça, pas juste à un bâtiment, mais amener ça à une ville, à une infrastructure, à une province, à un pays. Puis ça se faisait pas à l'époque. Oui, Google le scannait avec de l'imagerie, mais de combiner ça avec du LIDAR pour avoir de la vraie 3D, aller chercher la précision, aller chercher... Fait que j'ai commencé à développer cette solution-là chez JLR, à l'intérieur. Fait que le Jacques Arthaud est né chez JLR. C'est un spin-off de JLR. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand Equifax a voulu acquérir la compagnie? Ben, il n'était pas intéressé à cette asset-là, à cette vision-là de l'entreprise. Okay. Fait que nous, on a sorti... Puis, au lieu de prendre ma retraite tout de suite, j'ai dit, je vais me donner encore une couple d'années, continuer à travailler. Ma retraite, c'est super jeune. Ben non, c'est ça. Puis c'est un beau projet, Jacques Arthaud. Moi, c'est un projet, ça fait là, ça va faire quasiment 6 ans là, qu'on a starté ce projet-là. Ouais. Puis on sort de l'ombre. Là. Oui, on a fait du bruit, mais on commence la commercialisation. Là, on commence à s'amuser. Là, ben, tu sais, c'est drôle parce que tu me parles de ça, puis je me rappelle au congrès de géomatique ce printemps, j'étais allé voir un de tes collègues. Puis je trouve ça super cool, Jacques Arthaud. Je trouve, genre, vous étiez sur mon radar depuis un petit bout, genre. J'ai dit, je trouve ça super cool. Je comprends pas votre modèle d'affaires. Ouais, tout le monde disait ça. J'étais comme. Mais ça, c'était des haters, ça. non, pour vrai, moi, je trouvais ça intéressant parce que crime, veut pas. C'est quand même du jus, là, ce que vous avez accompli. C'est débile. Beaucoup de choses, c'est complètement débile. Moi, tu m'aurais dit le jour 1 que ce serait autant de travail, d'effort, d'embûches, de pétage de gueule. C'est facile de dire que je l'aurais pas fait, mais je l'aurais fait sûrement quand même. Mais incroyable. Le projet Jacques Arthaud en soi, nous, l'idée, c'était de scanner la province en 3D avec du LIDAR et de l'imagerie. On s'est dit, un petit peu de R&D, ça va nous prendre 18 mois, 2 ans. Ben, écoute, on est 5 ans plus tard, on n'a pas fini la province de Québec. Là, on va la finir cette année. Là. Ah ouais? OK. Puis... parce qu'on a tellement un jour, problèmes, ça va être le monde. Genre, il va avoir scanné la... Ouais, c'est ça. Mais, OK, mais c'est ça. Tout le monde était... Tout le monde disait ça. C'était comme the word on the street, genre. Tout le monde disait, je comprends pas leur modèle d'affaires. Puis, il y en avait qui... C'est le même modèle d'affaires que JLR, hein? J'acquiert de la donnée. Puis après, tu la revends. Je la rediffuse pour différents besoins. Chez JLR, c'était des agents d'immeubles, c'était des investisseurs, c'était des banques pour différents besoins, mais la donnée que j'ai, elle peut être utile pour Hydro-Québec, pour les mondages, elle peut être disponible pour les travaux publics, pour l'horticulture, pour plusieurs personnes qui travaillent sur un territoire. C'est fou comment que cette donnée-là peut être nécessaire à tellement d'industries, à tellement de monde. Mais toi, à la base, t'as-tu étudié en immobilier? Non, moi, j'ai... appris sur le tas? Moi, j'ai mon cours de sandwich artiste au Subway que j'ai eu pendant le cégep. J'ai pas fini le cégep. Fait que j'ai mon secondaire, mais j'ai appris, j'ai toujours été entrepreneur. Là, depuis que je suis jeune. Tantôt, au début, je faisais une joke sur les sous-sons, mais quand j'étais au secondaire, j'étais pensionnaire, puis la fin de semaine, je faisais des sous-sons, puis j'ai vendu à l'école, puis... 2 mois après, la direction a dit t'as plus le droit de dealer de suçon. Dealer de suçon. Ouais. Fait que j'ai toujours fait plein de petits projets d'entrepreneur, comme entrepreneur. Ton père devait être entrepreneur aussi, ouais, celui qui a parti JLR. Ouais. Fait que souvent, c'est quand même assez héréditaire, ça, de ce que j'ai remarqué. Fait que là, dans le fond, toi, j'imagine, dans le fond, tu finis chez JLR, j'imagine que tu vends avec un bon profit qui te permet de partir de Jacques Arthaud. Puis là, ça part le projet. Là vous commencez à... C'était déjà parti, je te dirais, 1 an avant qu'on vende. OK. Ça a parti en 2017, Jacques Arthaud, puis on l'a vendu en 2018. Mais est-ce que vous commencez à scanner... parce que, tu sais, je veux dire, il y a de la R&D, il y a monter les scanners, monter les, moi, je te dirais les capteurs, tout ça. C'est ça, il y a eu la première année, ça a été monter les véhicules, puis après ça a été de traiter la donnée, mais on a tellement eu d'embûches. Nous, c'était la première fois
qu'on développait ça. On n'est pas des ingénieurs mécaniques ou whatever, mais connecter le lidar avec le GPS, il fallait fabriquer nos propres fils pour que ça fonctionne. Il n'y avait pas un fil standard, puis les MU aussi. Mais il y avait des solutions qui existaient déjà, non? Vous avez décidé de ne pas prendre cette avenue-là, justement, de développer votre propre solution. Oui, différentes raisons. On voulait pas être... on voulait contrôler la solution de A à Z. La captation, le traitement, la diffusion des données. Fait que oui, tu peux acheter un Leica Pegasus ou d'autres types d'équipements, d'autres types de IMU, mais de capteurs cartographiques comme on a développé, mais first, c'est le coût. C'est des équipements qui sont très dispendieux. Fait que nous, en la bâtissant nous-mêmes, notre kit, on a réduit beaucoup les coûts pour développer notre kit. Ouais. Ça a été beaucoup plus long. T'sais, à la fin de la journée, c'est sûr que ça nous a coûté plus cher que d'acheter un Pegasus, développer notre kit. Parce que tout le traitement en arrière de ça, ben là aussi, il a fallu développer la chaîne de traitement qui nous permet de capter. On peut capter jusqu'à 1000 km dans une journée, si on fait de l'autoroute, par exemple. Ouais. Puis 48 heures après, le jumeau numérique est en ligne, disponible pour les clients à l'utilisation. Est-ce que le traitement est en partie embarqué ou... Non, c'est tout à l'externe. C'est tout post-processing? Okay. On arrive au bureau, on sort les cassettes, on les met dans le serveur, puis là, tout le processus part. Il n'y a pas d'intervention humaine jusqu'à temps que le jumeau numérique soit prêt. Puis quand le jumeau numérique est prêt, ben là, il y a une autre série d'algorithmes plus en AI qui va partir pour faire de l'extraction du Mais ça, c'est aujourd'hui, ça. Dans ce temps-là, tu n'avais pas d'AI. Non, ben non, on commençait. Tu as parti avec qui, tu sais, sans nommer de nom, là, mais genre, tu as parti avec un ingénieur en informatique ou comment? Qui t'a embarqué? Quel genre de personne t'a embarqué au début avec toi pour développer la solution, genre? Ben, je pense que vous le connaissez. Là, Cédric Pelletier, ça a été le premier employé chez Jacques Arthaud. Mais encore là, le projet, il est parti de chez JLR. Fait que j'avais déjà du staff. J'avais déjà une équipe là, de développeurs chez JLR. Puis Equifax ont accepté que tu partes avec ce moment-là? Avec les gens du projet de Jacques Arthaud. Un an avec. OK. T'étais encore à la tête de JLR quand tu es parti de Jacques Arthaud, c'est ça? Oui, j'étais encore à la tête de JLR, mais quand j'ai vendu l'entreprise, j'ai gardé les employés Jacques Arthaud. Là. Les employés qui travaillaient pour le projet Jacques Arthaud sont restés avec nous. Là. Comme Thierry, comme Cédric, comme... Fait que oui, ça a été énormément de travail parce que, je veux dire, on a dû jusqu'à la 4e année de développement, là, jusqu'en 2019, début 2020, là, ça marchait pas. Ça marchait pas. On allait scanner, on revenait, les données étaient tout croches. Fin 2019, on a décidé de tout scraper la chaîne de traitement puis de le recommencer à zéro dans le cloud. Ça, c'est ce qui nous a permis là, de... Là, on est arrivé en mars 2021, puis là, on se croisait les doigts. Est-ce qu'on va être capable de capter, traiter puis diffuser la donnée? Là, ça faisait plusieurs milliers de kilomètres qu'on faisait puis qu'on scrapait. Wow. On en a fait des kilométrages. On a fait de la transcanadienne, on est allé au BC, on est revenu, on voulait faire un coup de marketing. On n'a jamais réussi à traiter les données. Ah ouais, pour vrai? Ça a coûté la palette, là, faire ça. Il y avait un Winnebago qui suivait un campeur qui suivait notre truck pour que les gars évitaient d'aller à l'hôtel puis qu'il y ait de la bouffe tout le temps, des toilettes, nanana. C'était un gros projet. Toi, étais-tu dans ce voyage? Non, je n'étais pas dans ce voyage-là, non. Est-ce que vous mettiez des points de contrôle au sol? Non, on ne met pas de points de contrôle. Non, mais dans ce temps-là non plus. Non, on n'a jamais... Non, on n'a pas le temps parce que nous, c'est du volume. La province de Québec, on estime à peu près à 80 000 km asphaltés qu'on veut rouler. Là, on a peut-être... On est rendu à 60 000 km de mappés jusqu'à date. 60 000 km. Mais là-dedans, il y a des données en Ontario puis Nouvelle-Écosse. T'es allé à Natashquan, genre? Dans la BTB, Côte-Nord. On a fait beaucoup de projets pour les telcos l'année passée. L'Internet elle a amené l'Internet haute vitesse en région. OK. Parce que, bon, le telco qui arrive d'une nouvelle région, on ne sait pas où sont les poteaux. Là. Fait que là, il envoie quelqu'un sur le terrain. Puis, ça, c'est... il y a des entreprises de géomatique au Québec qui ont fait leur pain et leur beurre à arpenter des poteaux. Là. Puis il y en a qui le font encore. Puis c'est juste Jacques Arthaud, là, je veux dire, c'est une grosse business. Là. Effectivement, nous, on a automatisé ce processus-là. Fait qu'on a scanné l'été passé peut-être 14 000 km pour les telcos, duquel on a extrait 150 000, 140 000 poteaux. Ah ouais, hein? La coordonnée XY, la hauteur, le diamètre, mais c'est rapide, là, sortir. Une fois que tu as scanné, une fois que tu as le jumeau numérique, extraire l'information. C'est des algorithmes, ça roule, puis les algorithmes, ils roulent à 200 km/h. Puis... Mais à la base, c'était est-ce que tu avais, comme dans ton plan d'affaires, une industrie que tu visais en particulier? Tu te dis, est-ce que ça fonctionnait par phare, genre je vais viser telle Ça a toujours été les villes. Ça a toujours été les villes qu'on a visées, ouais. C'est ça la vision au début? Oui, c'est ça la vision. C'était la vision, puis c'était
c'était de permettre aux villes d'arrêter d'aller se promener sur leur territoire pour prendre une mesure ou prendre une position géographique. C'est-à-dire, on va éliminer ça, cette partie-là, mais finalement, on se rend bien compte que oui, le jeu numérique, c'est cool, mais ce qui est intéressant, c'est l'extraction. Mais c'était quoi le besoin que tu visais auprès des villes? Ben, pour tout ce qui est l'aménagement du territoire, les travaux publics, il y a beaucoup de monde dans une ville qui se promène sur le territoire pour aller prendre une position géographique, un permis de construction. La personne veut agrandir son driveway. Comment il mesure ton entrée? Je sais pas. Il faut qu'un inspecteur aille prendre la mesure. Il faut que les gens en horticulture qui vont aller prendre les mesures du diamètre des arbres à hauteur de la poitrine. Poursuivre. C'est tout ça qu'on élimine. Tout le travail sur le terrain qui est fait pour mesure, inspection, inventaire. L'inventaire, on l'a fait maintenant dans un monde numérique, dans notre jumeau numérique, où on l'a fait avec nos algorithmes. Puis, tu sais, quand tu dis, OK, votre clientèle, c'est les villes, est-ce que vous assumez à l'interne, OK, on scanne telle ville puis on vend après, ou vous faites des ententes avec les villes pour leur dire, OK, ben regarde, on pense scanner ta ville, serais-tu prêt à débourser? C'est comment que ça marche? C'est comme ça notre modèle d'affaires. Nous, on scanne puis on va vendre les données après. Okay. Oui, on a déjà des discussions avec des villes, on fait des congrès, on rencontre du monde, on sait qui pourrait avoir de l'intérêt, fait qu'on va prioriser les villes qui ont signé first, mais après ça, qu'on sait qu'ils ont de l'intérêt. C'est comme aujourd'hui, on a un camion à Scarborough. J'étais en train de signer quelque chose avec Toronto. Okay. Un projet pilote, puis c'est à Scarborough. Je le fais, je le prends le risque d'aller le faire. Ouais. La prochaine fois que je vais lui parler à Toronto, je vais lui montrer leurs données dans leur ville. Ouais, c'est cool. Puis là, ça change tout. Là, puis est-ce que, dans le fond, le leader est capable de tirer quelle longueur? Est-ce que tu es capable d'avoir un gratte-ciel de 200 mètres de haut, là, genre? On va quand même assez haut, mais je pense que c'est 70-80 mètres. Ouais. Il n'y aura pas la tour de CN. Non. Sûrement pas, non. Là, je vous le dis, allez pas trop dans le technique. Moi, je suis pas technique. Mais est-ce que... parce que, tu sais, on en parlait tantôt, vous avez développé votre propre solution. Êtes-vous allé chercher de la propriété intellectuelle sur ces... Oui, on a un brevet, mais tu sais, moi, tant qu'à moi, un brevet, ça vaut ce que ça vaut. Un brevet, ça vaut, tu sais... Faut que tu aies la capacité de le défendre, ton brevet. Fait que si Google le viole, on n'a pas le moyen de se battre contre Google. Ouais, je comprends. Fait que oui, mais tu sais, nous, ce qui nous différencie, c'est notre capacité à innover, la vitesse à laquelle on va. Le temps que quelqu'un prend à regarder qu'est-ce qu'on fait pour nous copier, on est déjà rendu beaucoup plus loin. Fait que oui, ça se protège, mais... Mais vous êtes déjà une longueur d'avance. Déjà une bonne longueur d'avance. De ce qu'eux, ils voient. Parce que vous êtes fort dans la recherche et le développement, en fait. Avez-vous dans votre champ de vision ailleurs en Amérique des gens qui font ça? Au Québec, vous êtes probablement les seuls? Moi, je te dirais que il y a les firmes d'ingénierie ou les firmes d'arpentage qui peuvent avoir des kits comme des Leica Pegasus, des Trimble, des MX9, whatever, qui ont une capacité de production aussi. Là, mais je pense que la capacité de production que nous, on a, je pense qu'on est les seuls au Canada, Amérique, tu sais. Parce que même avec un Pegasus, t'es pas capable de faire 1000 km TD à tous les jours en autoroute ou 200 km par jour en urbain. Puis de livrer les données, le traitement est tellement lourd. Ils ont pas le même modèle d'affaires. Tu sais, eux, genre, ils ont une commande, ils vont, là. Ouais, je parle pas de Jacques Arthaud, je parle des autres qui ont ces systèmes-là. C'est pas le même modèle. T'sais, nous, notre vision est nord-américaine. Là. J'étais à Miami la semaine passée, je retourne la semaine prochaine, puis on veut commencer à faire des affaires là-bas, puis on arrive avec notre modèle d'affaires, le monde regarde ça, il y a de l'intérêt, c'est pour ça que j'y retourne. Est-ce que la neige, c'est un problème? Oui, on ne scanne pas quand il y a de la neige. Oui, parce que tu perds beaucoup d'informations. Justement, tu veux avoir la position géographique de l'arbre à la base du terrain, ou s'il y a trop de neige, ça cache des éléments, ça cache... Puis en bas de -5, en bas de 0, -5, on est un peu frileux à sortir cet équipement-là. OK. Frileux, c'est le bon mot, je pense. Est-ce que tu peux livrer, mettons, par exemple, nous, on aurait besoin d'avoir une façade d'un bâtiment qu'on voudrait modéliser. Oui, ben tu peux le faire. Mais vraiment à la pièce, là. Tu peux le faire maintenant, là. Tu vas dans Jakartown, puis tu peux extraire une scène. Fait que tu regardes un bâtiment, tu extrais le bâtiment. Okay. T'as l'enveloppe 3 façades qu'on a captées cool. en PLI. C'est quoi Jakartown?
Jackarton, c'est le visualisateur, c'est le viewer. Puis tu sais, nous, on l'appelle Jackarton parce qu'on l'a basé sur le viewer qui a été développé en France par l'Institut national de géographie qui s'appelle iTowns. Fait qu'on est parti de ce cœur-là. OK. Puis qu'on l'a fait évoluer depuis 4 ans. Là. Fait que là, c'est le fun. Là. Justement, aujourd'hui, on vient de sortir une nouvelle option avec des manettes de gaming. Là. Fait qu'on se promène dans le Jackarton, dans le viewer. Ouais. Mais comme dans Counter-Strike, là, avec ta manette, puis tu fais de l'inventaire. Au lieu d'aller tuer du monde, on fait l'inventaire des arbres, des manos. Fait que, parce qu'il y a des villes qui décident de faire leur inventaire manuellement. Parce qu'on n'est peut-être pas encore capable de faire certains inventaires. Fait que ça, dans le fond, c'est... Parce que, tu sais, j'imagine que cet inventaire-là, il est automatisable par intelligence artificielle, mais... c'est un peu, je pense, la règle du 80-20, c'est-à-dire qu'il y en a tout le temps un peu qui reste puis qu'il faut que vous fassiez manuellement, c'est ça? Là, la règle, ça revient plus 95-5. Là. Ah ouais, OK. Puis on s'en vient pas pire. Là, on est en train de livrer un gros projet de signalisation routière. Là, ouais, je l'ai vu passer sur LinkedIn. Là, c'est ça. C'est beau la représentation. Ouais, fait que là, t'es capable de dire, moi, je veux mes stops, j'ai tel type de signalisation, où ce qu'ils sont. Ça, c'est intéressant parce que pour les villes, il n'y avait pas les moyens de faire ça, l'inventaire de la signalisation routière. C'était impossible à faire avant ça manuellement. C'était impensable. Puis, mais ils ne rendent pas quand ils mettent... Parce que je l'ai vu aussi, puis je me suis dit, crème, quand ils déploient ces équipements-là, ils ne rendent pas dans un SIG, genre? C'est pas toutes les villes qui sont aussi bien équipées que les grandes villes, par exemple. Puis, tu sais, c'est de l'information qui est... Ça fait des années qu'ils en posent des pancartes, puis c'est Pierre Jean-Jacques qui part du garage municipal. Va donc poser. C'est ça, là. Fait que c'est dur d'avoir un inventaire exhaustif. Puis avec les technologies de captation sont. Tu sais, les GPS sont rendus de meilleure qualité. Tu n'as plus des points aux 5 mètres. Fait que c'est tout ça aussi. La technologie, elle évolue, puis elle nous permet de faire de l'inventaire beaucoup plus rapidement. Oui, c'est ça. Mais tu sais, si tu penses que. Tu sais, juste pour donner une idée. C'est pas inventorier ce qu'il y a au-dessus du sol. Imagine quand tu tombes en dessous du sol puis que tu es dans des conduites. Ça, il y a des technologies. Ça, c'est l'autre défi. Là, mais c'est le radar, ça. Mais le radar, il est pas efficace. Là, à Montréal, là, à cause de le sol est humide. Ouais, c'est ça, argileux / humide. Ouais. Ça fait que le radar, il bounce tout de suite, genre après 30 cm, il bounce. Ah ouais, okay. Fait que la technologie est pas là. Puis aussi, de ce que je comprends, c'est que les longueurs d'onde utilisées par les radars qu'il y a là, c'est des longueurs d'onde qui ne sont pas utilisées en télécommunication ou en broadcasting télévision. Sauf que certaines ondes, par exemple, dans la télévision, dans la radio, qui sont déjà octroyées, ben ils n'ont pas le droit d'y toucher. Puis celle-là pourrait être utile, en fait. Intéressant. Ouais, une petite capsule technologique. Fait que là, dans le fond, juste pour faire un petit récapitulatif, tu pars de chez JLR, tu pars avec Jackarton, Jackarto, excuse-moi. Vous partez, dans le fond, votre système d'acquisition, vous partez votre acquisition. Est-ce que vous développez Jackarton directement en même temps? Vous vous dites, ça va de pair, puis... Ça a été... on s'est attaqué à 3 gros projets de fonds. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont s'occuper du traitement. Moi, je traite de la donnée LIDAR. Mais pour traiter de la donnée LIDAR, nous, ça nous en prenait. Ouais. On a bâti notre système d'acquisition. C'est trois. Puis la diffusion, il n'y a pas beaucoup de systèmes qui peuvent se vanter d'avoir dans le back-end 60 000 km de réseau routier disponible instantanément. Je veux dire, tu te promènes dans le nuage de points, là, c'est fluide, c'est le fun, c'est en ligne. Ça change, ça démocratise la donnée LIDAR. C'était ça l'objectif aussi, c'était de démocratiser la donnée LIDAR parce qu'on le sait, la donnée LIDAR, surtout quand on le faisait en mode terrestre, c'est une donnée qui coûtait cher à acquérir, qui était longue à acquérir. Fait qu'une compagnie comme Hydro-Québec peut pas penser d'avoir son territoire en LIDAR au complet il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, oui, c'est possible parce que les technologies sont rendues là. Puis, fait que là, dans le fond, vous êtes pas mal rendu à l'état de maturité du produit. Là. Vous l'avez atteint il y a quoi, 1 an, 2 ans? Oui, on a commencé la commercialisation en mars 2021. Quand on a réussi à avoir nos premières commandes, qu'on a réussi surtout à livrer nos premières commandes. Le premier contrat qu'on a eu, ça a pris 3 ans à livrer. Mais le deuxième, ça a pris pas une semaine, mais là, au moins, là, ça roule. On scanne, lundi, mercredi, les données sont en ligne, vendredi, l'inventaire est fait. On avait fait un petit projet d'inventaire
pour une compagnie québécoise d'électricité, je la nommerai pas, mais mais ils voulaient comparer nos algorithmes parce que les autres aussi travaillent sur ces thématiques-là d'identifier les poteaux. Les poteaux, là, comme la signalisation, on pourrait penser que tout le monde sait où sont les poteaux, mais ils ne savent pas, le monde, où sont les poteaux. Là. Ils en ont d'inventaire, mais c'est pas à jour. Fait qu'on a fait de la comparaison, puis ça nous on va les avoir comme clients. Là. C'est compagnie d'électricité. Ouais. Il y a Hydro-Sherbrooke, entre autres. Non, mais il y en a, c'est ça. Il y en a pas une. Il y en a pas une au Saguenay. Hydro-Westmont. Ah ouais, il faut ouais, Hydro-Westmont, ouais. Même ça, il y a une petite centrale aussi au Saguenay là, qui. Oh, il y en a une couple quelques-unes. Il y a Saint-Hyacinthe, je pense. Ah ouais, OK. C'est justement pour les compagnies d'électricité, là, toute l'inspection des lignes électriques puis de la proximité de la végétation. Là, on a tout automatisé ce processus-là. Cool. Tantôt, je vous parlais d'un 14 000 km qu'on a fait. Il faut qu'ils coupent, là. Pour les mondages. Puis là, ils coupent. Puis là, ils coupent genre 50 mètres de large, là, tu sais. Il y a une branche, OK, on s'en vient. Coupe 50 mètres de large. Et c'est là qu'on s'en va avec le lidar. On est capable d'amener l'intelligence de dire quelle branche que tu coupes ou quel arbre que tu coupes ou que tu coupes pas, éventuellement. Parce qu'en ce moment, de la façon que c'est donné les contrats de mondage, c'est tout ce secteur-là, tu coupes tout ce qui est à, comme tu dis, 50 pieds ou 50. Ça fait des carnages. 50 mètres. Mais peut-être que là, t'as pas besoin d'y aller cette année parce que les arbres sont pas encore rendus au fil électrique. On est éventuellement avoir des systèmes prédictifs là, pour la croissance de la végétation. Ah ouais, OK. Fait que dans le fond, tu sais, maintenant, comment ça marche ceux que les industries que vous cernez parce que il y en a juste trop. Là, on y va une par une. En ce moment, on focus là, les villes, puis les utilities, les telcos, puis les hydros de ce monde. C'est vraiment, ça, c'est notre focus. Puis c'est dur de garder le focus parce que... Ouais, c'est dur. Mais vous devez être approché aussi. Il n'y a pas des gens qui viennent vous voir puis qui font comme j'ai tel besoin. Oui, on est approché. C'est comme ça que ça a commencé avec les telcos. OK. On a été approché, puis OK, cool. Comme la conduite autonome, vous en parliez un petit peu dans votre dernier podcast. Quand on a parti de Jakarta, on pensait pas pantoute à la conduite autonome, nous autres. Là. Mais GM nous a approchés, justement, puis on dit c'est intéressant ce que vous faites. On n'a pas fait affaire avec eux, ils ont déjà une technologie, mais c'est là que ça nous a allumé sur ce potentiel-là. Puis encore, Jakarta, la donnée va être prête quand le marché va être prêt pour la conduite autonome. Ça, et là, la donnée, on l'a. La journée que nous, notre objectif, c'est d'avoir le Canada, si dans 3 ans, on a la donnée du Canada au complet, ça devient intéressant. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment se fier à ça? Parce que, du jour au lendemain, une partie de la donnée peut changer. Oui, c'est une combinaison. En ce moment, les Tesla, ils roulent juste avec des capteurs, puis ajoutent la cartographie HD précise au centimètre près à l'intérieur. Ça ajoute juste un niveau de précision puis d'assurance sur le niveau parce que tu sais, je veux dire, le lidar, il va fail avec quand il pleut, en fait. Ah non, mais tu n'utilises pas le lidar comme sensor de détection, tu utilises la donnée lidar pour t'orienter avec tes sensors. Pour t'orienter, sauf que eux, justement, c'est complémentaire. Là, c'est complémentaire, ça va ensemble. C'est ça, parce que eux, ils utilisent le lidar, je pense qu'ils utilisent peut-être le sonore. Sonore, radar, caméra. Ouais. Il n'y a pas un terme, le SODAR ou quelque chose comme ça, là, qui est comme une espèce de... Ça se peut. C'est quoi le SODAR? C'est du... un mix entre le sonore et le lidar? Detection and Ranging, mais au son. Ou quelque chose de même. Là, un sonore, c'est ça, en gros. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, je pense qu'il y a un terme qui s'appelle le SODAR. Il faut le regarder. Là, il y a un Jackar qui s'en vient. Un Jackar, ouais. Mais c'est une bonne question, en fait, ce que tu apportes, parce que, point de vue résolution temporelle, c'est-tu un enjeu que vous aimeriez... On travaille dessus en ce moment. Ouais? Okay. L'idée, si je comprends bien ta question, nous, notre modèle d'affaires, c'est de passer une fois par année dans chaque ville. OK. Puis de détecter le changement. Ouais, il y a un arbre qui a été coupé. Il y a un poteau qui commence à s'incliner. Il y a un bâtiment qui commence à s'effondrer, à s'affaisser ou whatever. Fait que puis la donnée est assez précise pour aller chercher cette qualité-là de questionnement sur la donnée. Les arbres, la croissance des arbres, tantôt je disais un modèle prédictif d'arbres. Ouais. Mais si j'ai un sapin dans les Laurentides, je l'ai scanné 3 années d'affilée, je suis capable de créer une courbe de croissance pour cet arbre-là maintenant. Ouais, fait que c'est important d'avoir la donnée historique dans le temps aussi. Parce que ça permet d'entraîner les modèles, d'aller... Exact. Puis vous avez... C'est la beauté, tu sais, que vous avez le data nécessaire pour entraîner vos modèles, puis... exact. Vous avez tellement de data, ça... Puis...
Vas-y. Non, vas-y. On a tellement de questions pour toi. Est-ce que... On est un peu excités aujourd'hui parce que c'est vraiment un projet qu'on trouve très cool. C'est vendredi aussi. J'en reviendrai, inquiétez-vous pas. Okay, c'est ça, exact. Non, c'est vrai, des petits updates comme ça serait intéressant. Est-ce que... Colin, tu m'as fait perdre mon idée. Je t'ai fait perdre ton idée. Vas-y, ça va revenir. Non, mais... Fait que là, dans le fond... OK. Là, vous êtes en train de viser municipalité, utilities. Vous avez commencé à sortir du Québec un peu, dans le fond, on a commencé à sortir du Québec, ouais. Nouvelle-Écosse, Ontario, dans Nouvelle-Écosse, Ontario, puis Miami. Ouais, c'est ça. Ouais. Il met un gap entre Nouvelle-Écosse et Miami. Là. Ah, méchant gap. Il y a 2600 km de différence, de distance. Est-ce que vous allez scanner quand vous allez vous rendre là-bas? Ça, c'est la question parce que c'est sûr que c'est beaucoup de données. Comme là, le camion, quand il est allé en Ontario, on l'a pas fait scanner, mais il va la scanner, l'autoroute. On va l'en faire, l'autoroute. Okay. C'est sûr. Je sais pas comment je vais y aller, quand je vais y aller. Je sais pas si c'est avec mon camion que je vais y aller ou si je vais me bâtir un autre camion là-bas ou si je vais m'ouvrir. Tu sais, là, je suis en train de m'ouvrir aux autres capteurs. Tantôt, on parlait de Pegasus, MX9. Là, on est en train de voir, est-ce que je suis capable de prendre leur raw data puis de les processer dans ma chaîne de traitement puis d'avoir les mêmes résultats. OK. Techniquement, oui, c'est de la qualité similaire, mais d'être capable de tout rouler mes algorithmes d'extraction d'entités géographiques, par exemple, sur leurs données, ben là, je viens de développer un autre modèle d'affaires. J'ai plus besoin de scanner. Les gens pourraient scanner pour moi ailleurs dans le monde et utiliser mon processing. C'est ça, fait que tu arrives avec quasiment un SaaS finalement de processing où est-ce que n'importe quel capteur peut rentrer. Exact. C'est intéressant aussi, ça. Exact. On est rendu là nous. Là, puis même éventuellement, c'est des capteurs comme les nôtres, mais ça pourrait juste être une caméra qui vient se coller à notre donnée, d'autres imageries pour updater les images, pour updater. Mais c'est intéressant ce que tu apportes là parce que tu sais, c'est une réflexion que j'avais eue en regardant ce que vous faites. Je me disais, c'est un modèle qui pourrait éventuellement être crowdsourcé, tu sais, de dire, hey, on envoie genre des capteurs à du monde, puis ils nous font la job en se déplaçant ou des choses comme ça. On a en tête, on appelle ça un mapper programme. Là, des gens, comme là en ce moment, j'ai une demande à Calgary, mais moi, j'ai pas le temps d'aller à Calgary parce que j'ai trop de demandes au Québec. Mais si je trouve quelqu'un là-bas, puis je suis capable de processer ces données, parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est le processing des data. Tu sais, pour 6000 km, ça te prend 3 semaines à processer, 3 gars, puis une série de logiciels. Ça marche pas, c'est pas viable. Ouais, c'est ça. Mais si à 3000 km, ça te prend 3 jours à traiter, aucune intervention humaine, là, ça peut commencer à être intéressant. Puis vous, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous uploadez le data sur, je sais pas quoi, genre chez Amazon, dans le cloud. Puis vous avez comme vos algorithmes déjà. Les algorithmes que vous avez développés, les avez-vous développés from scratch ou vous êtes parti des choses qui existaient puis vous avez... Certaines... sont partis from scratch. Certaines, on est parti de choses existantes sans rêver. Il y a des bibliothèques existantes pour certaines algorithmes. Fait qu'on n'est pas parti from scratch de partout. Là. OK. Puis nous, c'est ça. Tout est dans le cloud en ce moment. Tout le 95% du processing est dans le cloud. Ce qui permet de scaler ça au max. Je pourrais avoir 200 trucks demain matin puis ça ne changera rien sur le traitement, sur mon workflow. Là. Ça correspond à combien de terras que vous avez acquis jusqu'à maintenant? Écoute, ce qu'on a acquis, parce que là, en tout cas, aux dernières nouvelles, là, on était rendu à peu près à 250 000 gigs. Fait que je convertis en terras. 250 000, vas-y, je pense que c'est 250 terras. 250 terras. Ouais, c'est 1024. Quand t'es rendu à 1000, c'est mais... rendu quoi, là? Ben, c'est 1024, je pense. Ça. C'est des pétas après ça, là. Fait que, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. OK. C'est beaucoup. Fait que, tu sais, quand je reviens à mes petites disquettes 1.44 MB, quand on prenait 12 photos par... c'est un autre monde, là. Puis, pour votre diffusion, votre architecture de diffusion, là, vous me disiez, OK, on a Jackartown, mais dans le fond, Jackartown, elle se feed. C'est quoi vos protocoles de communication pour envoyer la donnée? La donnée est dans le cloud, fait que, tu sais, je sais pas vraiment c'est quoi le protocole de HTTPS. Non, HTTPS. Mais avez-vous un concept de, par exemple, catalogue de données style OGC ou quelque chose de même? Ouais, ben là, c'est ça. Tu sais, là, présentement, on diffuse notre jumeau numérique pour plusieurs villes. Puis oui, on s'en va vers un catalogue de données où tu pourrais sélectionner un polygone, par exemple, hey, donne-moi les poteaux ou donne-moi la signalisation routière pour une ville, pour un polygone, whatever. Là, on s'en va vers là. OK. Fait que toute la donnée, dans le fond, puis vous, dans le fond, quand, supposons, la personne se connecte à Jackartown, elle récolte
une scène, est-ce que j'ai pas navigué Jakarta, mais tu sais, est-ce que c'est du continu dans le fond, ou est-ce que tu passes d'une scène à une autre, puis c'est pareil comme Google Street View. La même chose? La même chose, excepté qu'on a le nuage de points qu'on peut faire afficher en arrière-plan. Fait que ça te permet de prendre des mesures, des positions géographiques précises. Tu peux faire de l'inventaire. Puis quand tu te promènes, c'est assez fluide. Là, Il y a souvent cette espèce de dualité-là, justement, où est-ce qu'ils vont draper les images sur le nuage de points, c'est ça? Ouais, puis là, on a commencé à le coloriser, le nuage de points aussi. OK. Ah, il ne l'était pas avant? Il l'était pas avant, il était juste en intensité. On l'a fait. On l'a fait pour la ville de Pointe-Claire récemment, sur la ville de Pointe-Claire. Puis, tu sais, c'est beau les résultats. Là, tu regardes, tu sais, c'est wow. Là. Puis, on a commencé à mettre ça dans des engins vidéo aussi, là, ces données-là. Ah ouais, genre, c'est drôle parce que, tu sais, on a reçu, mais c'est pas encore publié, là, mais on a reçu Prévu 3D. OK, ouais, cool. Nicolas, salut Nicolas. Bonjour. Puis, c'est ça, tu sais, il nous expliquait un peu, justement, que, tu sais, lui, tout son processus était parti, lui, il utilisait Unity, justement, quand il est parti, là. Ouais. Fait que, c'est ça, vous allez vers cette... Avez-vous de la demande du monde du jeu vidéo? Pas de la demande du jeu vidéo en tant que tel, mais on va utiliser les engins de jeu vidéo pour faire de la simulation. Tu sais, par exemple, la simulation pour la mobilité. Ça peut être de la simulation pour la sécurité aussi. S'il y a des événements, pour de l'entraînement, autant l'entraînement d'un ambulancier qui connaît son territoire, son environnement, que les policiers, whatever. Là, fait que est-ce qu'on fera pas de jeux vidéo? On n'est pas des... Mais si la donnée est là. La donnée est là. Si elle peut être utile pour l'industrie du jeu vidéo, faire des jeux d'apprentissage pour les jeunes, pour les personnes non-voyantes, par exemple, ou pour les personnes à mobilité réduite. Fait que c'est sûr que ça va sûrement arriver d'un bord ou de l'autre. L'industrie des jeux vidéo, là, puis tout ce qui est capture de réalité, là, il commence à fusionner de plus en plus. Là, je veux dire... on a eu des appels là, par rapport à ça. Là. Tu sais, moi, un des trucs. C'est normal. Un des trucs dont on discutait un peu dans le premier podcast, dans la nouvelle mouture, là, mais c'était de dire, tu sais, avec l'arrivée du métavers, puis tu sais, tu sais, je pense qu'il y a une volonté d'avoir là, cette donnée-là, là, puis je sais pas si vous autres, vous l'avez vu dans votre rétroviseur ou si vous voyez ça quelque part, là. Moi, j'ai ça en tête depuis 15 ans. Là. Depuis que j'ai pris mon million de photos chez JLR, j'ai toujours cherché à créer un monde 3D précis, un jumeau numérique, un jumeau numérique, exact, un métavers, c'est drette là qu'on est, là. Est-ce que tu penses que... t'as pas été approché par des Microsoft ou des... ils vous ont pas encore... Puis est-ce que tu sais il va y avoir un gros sac sur la table à ce moment-là. Boum! Est-ce que tu sais si des jumeaux numériques comme vous avez produit, ça se fait ailleurs? Tu me disais, bon, il y a des compagnies d'ingénierie qui font... À grand volume comme on a fait, là, je te dirais, il y en a pas beaucoup. Je sais qu'en Wallonie, il y a eu un programme qui a été fait avec le gouvernement. Est-ce que c'est la même précision? C'est-tu les mêmes lidars? Je ne sais pas. Mais tu sais, de faire en imagerie, oui, c'est facile. Mais en lidar, du 3D, à la précision qu'on a, c'est pas mal unique. J'ai une question, moi. SEAO, là, ils demandent souvent du lidar comme mobile. Bon, SEAO, là, c'est des appels d'offres publics. Là. Vous autres, est-ce que vous arrivez puis tiens, j'ai ça? Nous, éventuellement, c'est ça l'objectif. C'est de dire, regarde, t'as même plus besoin de faire d'appel d'offres, les données sont là. Ouais, mais ils font des appels d'offres parce qu'ils sont obligés, puis ils sont obligés d'aller chercher le plus bas soumissionnaire. Là, je suis pas le spécialiste des règles de l'approvisionnement, mais... Non, mais ils n'ont pas le choix, ils n'ont juste pas le choix. Il y a, c'est ça, faut s'organiser pour être en bas de 25 000. Genre, ouais, c'est ça. Ouais, mais des fois, c'est des méchants tronçons, là. Puis, est-ce que les assurances s'intéressent à Jakarta? Oui, certainement. Okay. Oui, justement, la végétation. L'arbre est à quelle distance de la maison? S'il tombe, il tombe tout sur la maison ou sur le char. Il y a plein de belles données intéressantes, mais on n'est pas encore prêt pour ces marchés-là. Parce que ces marchés-là, ils ont besoin de... Quand même que tu as fait la ville de Québec, Montjoli, ça prend le territoire au complet. Une compagnie d'assurance qui est pan-canadienne, ça prend une solution pan-canadienne. Fait que, avant de servir ces grosses compagnies-là, comme pour servir Hydro-Québec,
Ça te prend la donnée québécoise au complet. C'est comme ta maison mais je pense que ma maison s'enfonce. Là, ils vont faire OK, attends un peu, je vais aller sur Jacques Artante, je vais voir en 2011, puis je vais faire 2020, puis je vais faire la comparaison genre en 2022. Ouais. Mais ouais, c'est clair. Puis tu sais, même juste tu sais, la distance par rapport à une borne fontaine, vous avez la donnée maintenant. Vous avez, je te dirais que je pense qu'il y a déjà plein de compagnies qui le font. Là, la donnée est rendue disponible. Ouais, OK. Mais la distance entre deux bâtiments, pour les feux, surtout dans le commercial, ça aussi, c'est important. Là, maintenant, il y a des compagnies qui offrent des solutions de building footprint à partir d'images aériennes. Est-ce qu'ils ont-tu besoin de autant de précision que la nôtre? Le marché le décidera éventuellement, mais en ce moment, c'est ça, il y en a tellement de marchés potentiels, il faut qu'on reste focus. Puis il faut que je trouve des partenaires pour aller dans les marchés où ce que je suis pas capable d'aller moi personnellement. Okay. C'est ça un peu l'idée aussi là, de travailler avec des genres de revendeurs spécialistes d'industrie qui vont nous amener des marchés, des industries spécifiques dans lesquelles nous, on n'a pas nécessairement de contact, mais qu'on le sait que la donnée est là, la donnée. Là. Ouais, c'est ça, exact. Tu refill? Oh, c'est l'heure du refill. C'est... Il est capable d'en prendre. Puis là, c'est quoi l'avenir pour Jackarto? C'est vers où vous en allez? Fait que là, t'as beaucoup parlé de... Hein? On est déjà là? Ben, on reviendra au pire, mais non, c'est l'aspect, tu sais, vous avez parlé... vous avez beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle. Vous développez vers ça? Vous allez vers... C'est sûr qu'on va développer, on va vers ça, on continue d'aller vers ça, c'est certain, parce qu'on veut contrôler nos algorithmes, être propriétaire de nos algorithmes. Puis, tantôt, on va peut-être développer un algorithme pour l'auscultation de la chaussée, pour l'identification des bornes fontaines, justement, ou l'identification des grandeurs de fenêtres. Il y a tellement d'informations qu'on peut sortir du jumeau numérique. Là. Fait que le futur, c'est vraiment l'expansion à l'international. Mon objectif, parce que on s'est promené pas mal là, dans les derniers 6 mois aux États-Unis, puis on a regardé ce qui se fait, puis je suis assez confiant de ma solution, de savoir que de notre solution, c'est assez unique. C'est le temps de l'exporter. À part Miami, est-ce que vous avez peut-être des villes à l'international qui vous ont approché, qui auraient de l'intérêt? En ce moment, on est en Amérique, puis il y a quelques villes avec qui je discute, là, puis je te dirais, c'est ça qui est le fun avec la beauté de la chose, c'est quand je commence à discuter avec une ville, combien ça coûte, c'est quand tu peux le faire. Moi, en ce moment, mon problème, c'est comment je m'en vais, comment j'y vais à Miami. Là. C'est la... Pourriez-vous penser, genre, on package notre kit, on l'envoie par avion, on le met sur un char à Miami. Mais là, en ce moment, notre kit, c'est ça. Ça, c'est un petit peu notre défaut. Notre kit, il est attaché au camion. Hein? C'est un mât télescopique qui monte et qui descend, qui rentre dans une boîte pour le sécuriser en cas d'intempérie. Éventuellement, on veut travailler. On a commencé à penser à travailler sur une version 2.0, là, que c'est un kit amovible, un peu comme un Pegasus ou whatever. Après ça, ça va peut-être être d'utiliser des kits de partenaires potentiels, là, comme Leica. Puis est-ce que vous avez combien de voitures actuellement Là, on en a une 3e en construction. Là. Mais on en a 2 qui roulent à temps plein. Puis la 3e, elle sert plus pour faire du R&D. OK. C'est quoi vos voitures fétiches? C'est des Nissan NV. Des petits Nissan de livraison. Puis est-ce que... Ah ouais, excuse. Pourquoi? Parce que on voulait un véhicule qui était pas large, mais qui était quand même haut. Parce qu'on voulait aller chercher de la vision, le plus de vision basse de l'angle, exact. Fait que c'est un petit véhicule qui coûte pas trop cher. Ça faisait la job. Là. Mais comme tantôt je parlais de Pictou, on a eu une couple de mésaventures là, dans des chemins de terre là, où il est resté pris 2-3 fois, mais quand tu restes pris dans une place où tu n'as pas de cellulaire là, à 32 degrés. Puis des fois, le GPS. Mais comment vous faites la navigation, by the way? Vous avez un système de navigation interne, hein? Ça se peut. On a un système d'attribution de territoire. C'est des petites zones qui sont découpées intelligemment pour que ça fasse comme avec des rues précises. Puis ils font leur zone, mais il n'y a pas de système de guidage. Tourne à gauche, tourne à droite. OK. Mais là-dessus, t'as pas peur que, genre, il envoie un de tes camions sur un chemin forestier par rapport? Tu sais comment Google Maps est, là? Oui, mais on utilise... Non, mais on n'a pas de navigation. C'est le conducteur qui sait les zones qu'il fasse dans sa ville. Sa place avant, parce que, je veux dire, si t'es en Gaspésie, tu peux te ramasser dans le bois, pas de service cellulaire, pogné dans
dans une flaque d'eau, tu vas finir par te faire manger par les loups. Là. Les maringouins sont jure, gros là-bas. Puis c'est combien l'opérateur? C'est un seul conducteur? Oui, un seul conducteur. OK. Ouais. Un seul conducteur, puis il y a une petite boîte à outils, là, avec des alarmes s'il se passe des choses, s'il perd le signal, whatever, si les disques arrêtent d'enregistrer, si des caméras. Il y a un tableau de bord, puis on a aussi, nous, on monitor aussi ce qui se passe. Fait que, on a une interface au bureau, on utilise Discord là, pour... fait qu'on a un channel où moi, j'ai mes camions, je vois ce qu'ils font en temps réel. Fait que, des fois, on va voir, OK, ça roule, go, OK, c'est beau. Fait qu'il y a quand même un certain monitoring qui est fait aussi à l'interne. C'est combien de temps prendre faire une ville, par exemple? Ben, ça dépend laquelle. On roule à 20 km/h. 25 km/h. Fait que, une ville comme Longueuil, par exemple, 1200 km, ça va prendre, je sais pas, 7-8 jours à scanner. Quand même, c'est relativement rapide. C'est que 25 km/h, genre, il y a quelqu'un en arrière là, qui pousse, là. Qui s'énerve en arrière, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Avez-vous ce genre d'enjeu-là? Non, non. En centre-ville, les limites, c'est rendu 30 partout. Fait qu'on avec les stops, les arrêts, le trafic. Fait que ça roule bien à 25. Puis ces autoroutes, on roule à 90 à peu près. 90. Ah, OK. Puis ça joue-tu sur la qualité du... c'est sûr que ça joue sur la densité du nuage de pointe. Ouais, c'est ça. Mais ça nuit pas vraiment aux algorithmes parce que ces autoroutes, pour faire la reconnaissance d'objets, par exemple, tout est plus gros. C'est quoi qui est le plus utile? C'est plus, tu sais, pour l'identification d'objets, vous utilisez plus le lidar, plus la photographie, plus... ça dépend de l'objet. Ça dépend de l'objet? Combinaison des deux. C'est ça aussi notre force. Hein? C'est la combinaison des deux parce que des fois, le lidar va t'amener une assurance que tu n'aurais pas avec juste l'imagerie. C'est ça, exact. La signalisation routière, la réflectance, par exemple. Ça me donne un indice. Ça, c'est une bonne réflectance, au moins. Oui. Mais ça me le dit que là, 1 plus 1 fait 2. Là. Ouais. OK. C'est ce qui fait que vous êtes capable d'atteindre des niveaux à 95% de... Avez-vous du faux positif? Oui, il y a toujours de la validation humaine. Puis il va toujours... J'ai dit 95%, je pense que ça, c'est dans nos meilleurs algorithmes, mais il y en a qu'on va arriver à 85%. Mais généralement, ce qu'on détecte est bon. C'est ce qu'on n'a pas trouvé, une pancarte qui est dans une headset, par exemple, ou qu'il y a un collant qui a été mis sur un stop, pour whatever le collant. Mais mais on fait beaucoup de manuels. Je suis fier de dire qu'on fait toute notre validation... elle est toute faite au Québec. Il n'y a aucun cheap labor qui est fait en Asie ou dans des pays. Vous n'avez pas de turc mécanique qui appelle. Exact. C'est quoi un turc mécanique? Un turc mécanique, c'est Google utilise ce genre de choses-là. C'est juste des gens qui font des tâches répétitives mais non automatisables. Très. C'est ça. Puis c'est des salaires. C'est très. Des salaires vraiment fait que, nous, tout est développé au Québec, puis à 100%. C'est une équipe de combien, Jacarto? Là, on est rendu 30. Là. Avec les stagiaires cette année, là, on a 4-5 nouveaux stagiaires. Avant la COVID, on était 9. Oh, ouais. Ça, pareil, hein? Avez-vous une équipe de vente ou c'est pas mal? L'équipe de vente. L'équipe de vente est devant nous autres? Non, mais on vient d'embaucher Martin Carpentier. Peut-être vous connaissez. Ah, ben oui, il était chez K2. C'était celui qui était au marketing chez K2. Fait que lui, il prend mon rôle au Québec. Parce qu'on a commencé la commercialisation il y a 1 an. Ça a bien été la première année. Puis là, Martin prend le lead au Québec. Moi, je vais m'occuper plus du marché ontarien puis les États-Unis. Là. C'est vraiment ça le focus en ce moment. Là. Est-ce que vous avez... peut-être que tu peux pas en parler, là, mais tu sais... Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, dans le milieu militaire qui peuvent être intéressés par ce que vous faites? Je peux en parler parce qu'on n'en parle pas avec eux autres. Là, mais vous en parlez pas je suis pas dans cette industrie-là. Je connais pas. J'ai pas de contact. J'ai pas été dans leur événement ou whatever. On n'est pas là. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des avenues pour le militaire. Tantôt, on parlait d'entraînement tactique dans des territoires... d'avoir de la donnée réelle. Un jumeau numérique. Jumeau numérique. Il y a plusieurs façons de faire des jumeaux numériques en aérien. Mais ce qui est intéressant avec votre solution, puis j'imagine que vous y avez pensé aussi, mais tu sais, là, vous roulez sur des voitures, mais éventuellement, ça pourrait être n'importe quoi, dans le sens où est-ce que tu sais, moi, je fais juste penser en termes de
genre bathymétrie, pas bathymétrie, mais tu sais, comme les berges, vous pourriez mettre votre solution sur un bateau puis dire on part puis on fait toutes les berges de toutes les rivières ou on met ça sur un train, on scanne les. Je sais que le CN font ce genre de choses-là. C'est une couple d'années qu'ils travaillent là-dessus, ils font leurs affaires. J'imagine que ça va bien, mais oui, on pourrait faire des berges, on pourrait le mettre éventuellement. Moi, je fais beaucoup de vélo de montagne, mettre ça sur un vélo de montagne pour aller faire les trails. Ça peut être intéressant. Mais ça serait pas ton système dans les voitures, ça serait un petit POC. Là, ça serait quelque chose de plus petit, c'est sûr. Mais pour faire des berges, oui, ça serait sûrement le système parce qu'il y a comme toujours une distance. Hein? Oui, exact. Mais on regarde ça, d'autres façons de capter de la donnée. On travaille, pour les berges, on travaille avec le Citco à Rimouski. Ah ouais, okay. Vous travaillez avec eux? Puis ils ont développé un site, un kit qui est similaire au nôtre, les mêmes scanners, même centrale immерsielle. On a fait des petits projets ensemble aussi, fait que des projets de recherche. Ils sont proactifs, eux, hein? On en a parlé au dernier podcast, là. Mais non, c'était pas le Cisco. On parlait de la chaire de recherche de Bernatchez, mais le Citco, c'est vraiment... je pensais que lui, il était relié au Cisco. Non, c'est le Citco, en fait. Le Citco? Leur expertise, c'est vraiment bathymétrie. LIDAR, bathymétrique aussi. Ouais, c'est ça, exact. Ils ont fait un truc qui s'appelle l'hydroball. Je sais pas si t'as vu. La grosse balle qui va dans l'eau. La grosse balle, ils garochent ça dans les chutes, puis ça ramasse l'information. C'est bathymétrie et scan. On avait parlé de faire ça par drone. On prend un gros drone, on tire une espèce de boule bathymétrique comme ça. OK. Quand même, c'est intéressant. Ouais. Ah non, c'est très cool ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes zones d'ombre? Tu les gères comment? Ils sont là, on n'a pas le choix, ils sont là. On deal avec. Mais l'idée, c'est que nous, on a quand même 2 lidars en 45. On manque pas grand-chose. Là. OK. Et, oui, c'est sûr, s'il y a une voiture, tu vas manquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, évidemment, vous voyez pas les cours arrière, vous voyez pas le... Vous les voyez? Non, on les voit pas. Vous, votre objectif, c'est uniquement... On fait la prise de vue à partir de la rue, dans le fond. Puis c'est sûr qu'éventuellement, on va combiner avec l'aérien. Un va pas sans l'autre. Ouais, c'est ça. On a fait des tests à Montréal. Il y a des données ouvertes. Elles sont pas aussi denses que les nôtres. Ça fait un job. Ça nous permet de dire, ça arrive tête. Puis il y a des compagnies là, qui s'en viennent au Québec. Il y a Xeox à Québec là, qui commence à faire du scan à Québec puis à Montréal. Je discute avec eux autres. Comment on peut merger nos choses. Puis il y a d'autres joueurs là, ça s'en vient. Ouais. Avec les drones, maintenant, avec ce qu'on peut faire, maintenant, on peut voler à peu près n'importe où. Ouais. C'est juste que c'est la vitesse d'un drone, ça égalisera pas la vitesse d'un avion ou d'une voiture, mais quand même, juste par photogrammétrie, t'envoies des petits drones. Ouais, c'est clair, ça serait quelque chose surtout dans des petites municipalités, tu sais, où est-ce que tu peux compléter ta donnée avec les toitures de données de drones ou de cours arrière. Puis en plus de ça, tu peux avoir une orthophoto. Mais je pense que c'est là que l'aspect crowdsourcing serait peut-être intéressant de votre côté, ou tu sais, vu que vos algorithmes sont prêts puis que vous pourriez récupérer la donnée puis juste l'intégrer, c'est d'autres défis. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes capable de générer de l'orthophotographie au sol avec ce que vous faites? Oui, c'est ça. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool comme produit. J'ai vu ça, mais c'est quoi comme orthophoto? C'est à partir du nuage de points? Oui, à partir du nuage de points. OK. Ortho-image, disons, plus que orthophoto, je pense. Là, mais on va faire soit par intensité ou par élévation. Fait que ça te donne quand même un beau DTM, là, un modèle numérique du terrain assez précis. Là. Fait que ça, on est capable. En plus, on vient de développer notre serveur de raster. On appelle ça des rasters. Mais c'est à la volée. Tu peux intégrer ça dans n'importe quel GIS. N'importe quel GIS. Tu as accès à mes rasters des rues que j'ai passées. C'est rapide. Là, Est-ce que j'avais vu que vous aviez créé des plugins avec Jackartown qui pouvaient s'ouvrir dans certains... là, on est là-dedans, les plugins. Là. Là, pour se plugger avec ArcGIS, entre autres. Oui, c'est ça, exact. On a développé des API aussi là, pour que tous les GIS puissent communiquer avec Jackartown. Le visualisateur. C'est intéressant, ça. Le modèle d'affaires... Là, actuellement, vous vendez... Est-ce que vous avez un modèle, par exemple, on peut s'abonner à Jackartown, on a accès à toute la donnée, ou c'est par tuile, c'est par... comment... C'est ça, tu sais, en ce moment, le modèle d'affaires de Jackarto, il a vraiment été basé pour les villes, fait que c'est une tarification par ville qu'on a faite.
en fonction du nombre de kilomètres linéaires. Il y a des abonnements qui s'en viennent pour monsieur, madame, tout le monde. Là, peu importe, quelqu'un va pouvoir s'abonner, il va avoir accès à un nombre, un peu comme j'avais fait chez JLR, dans le fond. Tu as accès à un nombre de vues, d'extraction, de ci, de ça. Puis, ça va s'en venir, je te dirais, plus vers la fin de l'année, cette année. OK. Pour des firmes d'ingénierie, ils ont des travaux à faire, ils peuvent aller extraire des scènes. Mais en ce moment, vous pouvez l'utiliser 14 jours gratuitement. Puis si vous m'appelez et vous êtes fin, je peux le prolonger l'abonnement. Je pense que vous avez aussi des... il me semble que j'avais téléchargé un de vos jeux de données une fois. Oui, il y a un petit jeu de données. Petit jeu de données gratuit. Ça, c'est pour le fun. Mais c'est le fun de dire, moi, je vais aller chercher ma maison, puis je vais extraire mon nuage de points de ma maison. Je l'ai maintenant. Je peux... c'est ça, des besoins comme, par exemple, modéliser des façades. Ouais, exact. Dans Revit, tu prends le nuage de points. Mais c'est quoi la densité? On a un nouvel outil qui s'en vient, qui va te permettre de prendre un nuage de points puis de le mécher automatiquement. Fait que une scène. Fait que, là, c'est ça, c'est l'autre partie de Jakarta. On est en train de développer plein de petits API qui permettent que vous allez pouvoir utiliser pour faire des petites tâches. Par exemple, la lecture automatisée de la signalisation routière. C'est quoi la lecture automatisée? Nous, on interprète maintenant les règles de stationnement. Fait que quand on scanne une ville, en plus d'identifier la signalisation, on va aller avec l'OCR interpréter ce qui est marqué sur la signalisation. Oui, parce qu'à Montréal, c'est tough à interpréter. Là. Il nous aide même pour nous autres, les humains, là, c'est tough. C'est ça. Je sais pas si l'ordinateur va faire mieux qu'un être humain qui comprend pas. Mais en tout cas, ça peut lever des flags, là, mais non, c'est tough à Montréal, mais on le fait. Puis c'est intéressant parce que là, on est en train de développer, de mettre en place des règles de stationnement que sûrement du monde vont être intéressés éventuellement à avoir dans leur voiture ou dans leur téléphone. Vous pourriez quasiment avoir l'Office de la langue française comme client pour savoir où est-ce qu'il y a de l'affichage anglophone. Écoute, si l'Office de la langue française ont de l'argent, je peux vous dire toutes les pancartes de rue ou ce qui parce que c'est ça, exact. On va délater. Mais avec la signalisation routière, on en parlait tantôt un peu, c'est un bon produit chez nous, mais pourquoi que les villes... Ça les intéresse surtout, mais la réglementation. Si ta pancarte est trop élevée dans les airs, elle dépasse telle hauteur, le ticket est contestable. Ah ouais? Ben parce que... C'est comme ça que les tickets 2.0 ou SOS tickets, c'est où la pancarte, quelle hauteur, quelle distance, la réflectance n'est pas bonne, même si on est en plein jour. Ah ouais, hein? Mais je sais pas, moi, un moment donné, ils m'ont sorti un vieux truc. L'avocat de la ville avait dit... Vous saurez, monsieur, que le stationnement, ce n'est pas un droit, mais un privilège. Puis là, il vient de tout démolir mon argumentaire. Juste en disant ça, j'étais comme... Mais bon, je suis pas un avocat, fait que... Non, c'est ça. Là, la personne s'engage un avocat pour contester tes C'est ça, tu sais. Tu vois, ça, c'est une utilisation de Jakartown que j'aurais pas pensé. Puis ça ramène de l'argent à la ville, veut pas. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est une nouvelle façon pour les villes de générer des revenus. Si ta réglementation est fiable, ta signalisation est bien installée, tu peux pas faire contester tes étiquettes. Ah, c'est intéressant. C'est un retour sur investissement en plus. Tu achètes la donnée, puis c'est très cool. OK. Petite question en rafale comme ça. C'est quoi ta précision de données? Mettons, on va dire en géopositionnement, là? 40 mètres, absolu. Genre. On était à peu près, je pense, on dit 2 à 3 cm. OK. Ta densité de points? La densité de points, ça dépend de la vitesse à laquelle on va. Mais je te dirais, nos rasters, par exemple, ça va être 1 point ou 2 cm. OK, au niveau des rasters. OK. Intéressant. Résolution d'image? 4K. 4K. Bonne réponse, ça? Ouais, OK. on te poivre, là. Bientôt, ça va être 6K. C'est quoi ton mets préféré? Un bon trio Big Mac poutine. Là. Ouais? Big Mac poutine? Poutine chez McDo? Ouais, bonne la poutine au McDo. OK. Ah, mais moi, j'ai la question qui tue, là. C'est quoi la sauce recette, la sauce secrète de la recette de la sauce secrète chez Subway? T'as dit que t'avais ton... non, je sais pas. J'ai mon sandwich artist, là. Ouais, c'est ça. Sandwich artist. Quand j'avais 16 ans. Quand t'avais 16 ans. Exact. Ouais. OK. Très cool. Fait que...
Fait que. Est-ce que tu avais d'autres questions? On est. Ça fait 2 bières que je bois. Non, on est rendu là. Fait que... il est plus slow. J'en avais une coupe, mais je les ai oubliés. Good, ben écoute, au pire, on te réinvitera. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on fasse des petits updates comme ça dans les années qui suivent parce que il va se passer. Parce que votre projet est très intéressant. Puis, à tous les 6 mois minimum, là, ça va tellement vite en ce moment chez Jacques Arthaud parce que l'équipe est rendue grande. On développe. Là, j'ai des gens qui travaillent sur une thématique, une autre thématique. Fait on livre des projets. Ouais, puis tu sais, tout l'aspect des features aussi qui est. Moi, je pense que c'est ça votre gros. Tu sais, ce qui va arriver, là, tu sais, comme toutes les features que vous allez être capable de sortir à partir de cette donnée-là. Une fois qu'on a le modèle en 3D. On a commencé à extraire justement les fils de distribution d'électricité et de téléco. Là. C'est pas tous les leaders qui sont capables d'aller chercher cette Surtout que ça peut bouger avec le vent. Ça peut bouger avec le vent. Puis, seriez-vous capable d'aller chercher genre les tags? Ouais? Non, pas encore. Ça, ces fameux tags-là. Ça, c'est ça. Oh my God. Les tags, là. Du câble puis de la fibre. Là. Si tu trouves la solution, là, t'es multimillionnaire. On va la trouver. C'est la résolution des caméras. Ça va être avec les caméras ça prend des caméras de meilleure résolution là, pour être capable des choses. On a de quoi en... Ouais, mais aussi, c'est parce que le tag, il n'est pas toujours en bon angle non plus. C'est ça l'affaire. Le tag, des fois, il est penché d'une façon pas rapport. Là. Si t'as 80% de la donnée, t'es-tu multimillionnaire? Ben, je sais pas. Sûrement. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est intéressant aussi. Même si tu captes pas tout, au moins tu captes tout ce que tu n'avais pas avant. Tu sais, le 80%. Exact. C'est mieux que rien, on va dire ça comme ça? Ça peut te faire 80%, tu sais. C'est quelqu'un qui fait de l'inventaire d'arbres ou de poteaux. S'il y a 80% qui est fait automatiquement. Mais tu parles beaucoup d'arbres. Est-ce que les arbres, c'est quelque chose, c'est une donnée qui est si demandée que ça? De plus en plus. Okay. Oui, je parle beaucoup d'arbres. Oui, depuis tantôt, tu me parles de végétation. Tu me parles de taille, de tronc, puis tout. OK, mais oui, j'aime ça, les arbres. Surtout les arbres. Non, mais côté business. Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé? L'arbre va devenir un des plus gros actifs des villes dans le futur. Là, on le sait, là, avec les changements climatiques, l'absorption du CO2. La journée qu'on est capable de dire dans une ville qui émet tant de CO2, elle a tant d'arbres, sa canopée, elle absorbe tant de CO2. Qu'est-ce qui manque? Où est-ce qu'il manque des arbres pour arriver à un niveau zéro? Je pense que les arbres vont nous aider à atteindre le zéro émission. Puis ils sont réglementés aussi, donc, tu sais, je veux dire, les citoyens veulent avoir l'information de, tu sais, où est-ce qu'ils peuvent couper, où est-ce qu'ils peuvent pas couper. Ouais. Qu'est-ce que je dois planter? Au Québec. C'est selon, il y a eu la grille du frein. Aussi. Du frein, oui, c'est ça. Par exemple, parce qu'il y avait trop une grande concentration des mêmes arbres dans le même secteur. Mais la journée où tu es capable de diversifier tes espèces, c'est toute cette intelligence-là que tu amènes. Mais pour être capable de diversifier tes espèces, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as sur ton territoire. C'est pas le faisant manuellement que tu vas arriver. C'est intéressant, ça. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous auriez pu... tu sais, tantôt, tu parlais ajouter des capteurs. Là. Pourriez-vous arriver avec des capteurs multispectraux, par exemple? Ou c'est-tu des choses que vous réfléchissez? C'est des choses qu'on réfléchit depuis le début, d'ailleurs. Capteurs de CO2, de température, de particules dans l'air. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a des technologies qui s'en viennent maintenant, que c'est rendu fixe sur ben des buildings aussi. OK. Mais on y pense toujours. Ouais. Mais c'est encore de la R&D, c'est encore là, on veut solidifier nos bases. Hein, c'est ça, exact. Parce que l'infrarouge thermique, ça pourrait être l'infrarouge thermique, ça serait débile là, en hiver, justement, d'être capable d'identifier les maisons qui ont des pertes de chaleur. Affaire-là, parce que l'environnement va faire changer ta qualité de ta donnée aussi. La température extérieure, plein de choses. Le soleil, ton angle. La vitesse. C'est ça change tellement. Mais tout évolue. Fait que, dans 2 ans, on ne sait pas quel capteur qui va arriver sur le marché, qui va tout révolutionner, que peut-être qu'il va clencher le lidar. Puis que, exact. Ouais, c'est vrai. On ne sait pas, c'est un risque. Hein? Très intéressant.
Ben écoutez, si ça vous va, moi je rapperai ça. Est-ce que. Ouais, let's go. Donc, ben merci Félix d'avoir été des nôtres. Très intéressant. J'ai hâte de voir le développement de Jacarto. Bonne chance avec ça. C'est super beau projet, super belle expertise québécoise là aussi. Là, je pense que vous allez faire rayonner la scène géomatique au Québec. Là, puis, à l'international aussi. Oui, c'est ça, exact. Ben merci d'avoir assisté à ce podcast. Et donc, avant de compléter, comme d'habitude, si jamais vous êtes intéressé à venir au podcast, vous avez fait un bon coup dans le domaine de la géomatique. On veut faire rayonner la géomatique du Québec. Là. On veut faire connaître ce qui se fait ici. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là, pour venir nous parler là, de vos bons coups en géomatique. Également, si vous êtes intéressé à commanditer le podcast, écrivez-nous. On cherche toujours des commanditaires. Et Jonathan, veux-tu faire ta petite salutation à la francophonie internationale? Ben effectivement, je pense qu'on est là pour faire rayonner la géomatique au Québec. La géomatique prend plusieurs formes. Donc, je pense que les invités qu'on a ici, ben, en fait, c'est des bons porte-voix. Puis, écoutez, bonjour la francophonie au complet, l'Afrique, la France, etc. Yes. Félix s'en vient pour vous. Exact. Here to conquer the world. Exact. Eh bien, merci beaucoup, puis à la prochaine. OK, salut. Merci, messieurs. Merci. Merci à toi.